Monsieur Camara, je crois que déjà nous sommes en plein dans notre sujet. À entendre les deux anciens commissaires, c'est que la question de l'administration centrale et même déconcentrée est essentielle dans la bonne tenue d'une élection. Oui, bien sûr. Sauf que à ce niveau, il faut peut-être nuancer. Parce qu'il y a d'abord l'expertise en termes d'administration électorale permanente. C'est tout récemment que la loi qui régit la CENI a admis une forme de continuité, sinon l'ancienne, par exemple, mettait un terme au fonctionnement des démembrements juste après la proclamation des résultats. Conséquence, manque d'emploi aidant, difficulté de réinsertion s'ajoutant à cela, finalement, des compétences sur lesquelles des fonds ont été investis finissent par embrasser d'autres métiers, d'autres professions. Donc il y a une déperdition de compétences à ce niveau. Il n'y a d'ailleurs souvent aucune garantie que lorsque la CENI reprend ses activités, ce sont les acteurs déjà formés à coups de milliards qui sont réembauchés. Généralement, d'ailleurs, on les perd parce que beaucoup s'en vont revendre leur qualification ailleurs. Ils s'en vont pour deux raisons. Parce que, leur prime constitue des fifrilets, des miettes pour ainsi dire, comparé à un emploi périn où l'élection se fait toutes les fois le calendrier venait à être respecté chaque 5 ans, idéalement, si on respectait les élections à bonne date, sans compter que le niveau de traitement peut ne pas être incitatif. Et donc, il y a une déperdition de connaissances parce que ces compétences-là fuient. Et chaque fois que, même si on a la chance de ramener ces compétences-là, à force de ne pas être investi sur la question électorale de manière quotidienne, il y a une forme de perte de repères. Et donc, la pression politique, je pense, c'est vrai, c'est l'État qui doit faire preuve d'exemplarité. Parce que les partis politiques compétissent. La société civile fait partie. L'administration fait partie. Il est arrivé à un moment donné dans notre pays où on a même demandé à ce que les membres qui représentent l'administration n'aient pas un droit de vote à un moment donné. Tout cela parce qu'il y avait une crise de confiance entre les acteurs politiques. Et donc, quand on parle de pression politique, il ne faut pas voir seulement ce qui peut venir de la part de l'État ou de l'administration. Il faut voir aussi la pression qui peut émaner des formations politiques. Ce qui fait que, quand un commissaire répond à l'appel du parti qu'il a désigné, quand bien même il a prêté serment, mais il doit respecter également ce serment, sa formation politique l'accuse de traîtrise. S'il mettait à divulguer les informations obtenues au sein de la CENI, il aura violé le serment. Et donc, ainsi, vous comprenez justement la question des pressions politiques dont parlait tantôt M. Baldé. Oui, bien sûr, mais notamment au niveau... Elle ne vient pas que de l'administration centrale. Oui, mais la fréquence, la proportion est plus grave, plus élevée au niveau de l'administration. Pourquoi? Parce que dans l'administration, il y a certains fonctionnaires qui estiment que même quand ils sont simplement nommés par décret, donc une pression interne indique qu'il faut, par exemple, faire preuve de démagogie ou que vous prenez fait et cause pour la formation politique qui est au pouvoir. Oubliant qu'en étant administrateur, votre travail doit être marqué par la neutralité. D'accord. Alors, monsieur Baldé, je me tourne vers vous. Je pense que ce serait aussi un peu trop facile si l'on ne parlait pas de la qualité des hommes qui animent l'administration électorale. Oui, il y a des pressions. Oui, le pouvoir, comment on appelle cela, l'administration à tous les niveaux, souvent essaye même de prendre le contre-pied. Mais quid de la qualité, de l'intégrité des commissaires et de toute l'administration électorale? Très bien. Merci, monsieur Mohamed Maha. Je pense que la question est bienvenue, justement, suite à ce que vient de dire monsieur Camara. Je pense qu'il est important de présenter à l'opinion c'est quoi la CENI actuelle, comment elle est organisée, comment elle est structurée. C'est extrêmement important. La CENI, en tout cas à laquelle j'ai appartenu, c'est 17 commissaires qui sont issus des partis politiques, 14, 2 qui sont issus de la société civile et 1 qui vient de l'administration. C'est eux qui constituent les membres de la plénière. La plénière, c'est l'instance souveraine de la CENI qui décide, qui acte toutes les décisions qui doivent être déroulées. Mais en dessous de ces commissaires, vous avez une administration électorale permanente qui sont composées d'à peu près 200 techniciens
Quand on est arrivé, il y avait 300, on les a évalués par un cabinet externe, on a gardé 200. C'est quasiment eux qui conduisent le processus électoral sur le terrain, sous la supervision des commissaires. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ces gens-là, il y en a qui sont là depuis 2009, depuis 2008, depuis 2012, pour peut-être ceux qui arrivent récemment. Donc il y a une administration électorale permanente. Moi, j'étais directeur adjoint des opérations à la CENI, dans le même département qu'était M. Étienne. J'ai trouvé quasiment les mêmes cadres qui étaient là, qui sont compétents, qui ont de l'expérience. Si je pars aujourd'hui que quelqu'un me remplace, les mêmes cadres seront là, qui ont déjà ce background derrière eux. Donc la CENI, ce n'est pas qu'une institution, une structure politico-politique. Il y a des cadres, il y a des techniciens qui sont formés, bridge, qui ont de l'expérience, qui sont là, qui conduisent le processus électoral. Donc pour moi, le débat technique, permanent, bon, je le nuance à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des démembrements, il faut aussi dire que les démembrements, on mettait fin à leur mandat, mais on les reprenait. Mais là aussi, quand vous regardez, il y a très souvent entre 70 et 80% des gens qui étaient là qui sont reconduits. Quand vous regardez les présidents des CEPI, des CESPI, qui sont aujourd'hui avec la dernière série, vous remarquerez que 80% sont des gens qui étaient là depuis 2010 ou 2012, la CENI avec M. Étienne. Donc, il y a un renouvellement, mais je pense que l'administration la plus importante, elle est là. Ça, c'est important de le savoir. Ensuite, sur les hommes qui viennent à la CENI, je pense qu'il y a certaines qui viennent de politique. On a tendance à dire que ceux qui viennent des partis politiques sont juste des politiciens. Moi, personnellement, je venais d'un parti politique. Je suis membre de la commission électorale du parti depuis des années. Quand la CENI déroule ses activités sur le terrain, on était en contact depuis 2012. Donc je connais le processus électoral du bout des doigts bien avant d'être à la CENI. Et je pense que même des gens qui viennent de la société civile extérieure, quand on arrive à la CENI, c'est nous qui les formons parce que nous baignons déjà dans le processus électoral. Donc dire que ceux qui viennent des partis politiques, il faut les écarter pour chercher des techniciens. Les partis politiques envoient essentiellement des techniciens issus de leur structure électorale à la CENI. Je pense que c'était important de le prouver. Mais pour finir, je pense encore une fois, l'intégrité, la moralité sont les dénominateurs les plus importants pour ceux qui partent à la CENI. Oui, moi ma question, Monsieur Baldé, c'est vous avez parlé de flou juridique que vous avez constaté au tout début, en tout cas de ce que vous avez retenu de votre expérience. Ce flou juridique, ça tourne autour de quoi? Bon, je pense que les juristes, je parle sous le contrôle de M. Camara, j'en suis pas un, je suis ingénieur en informatique, même si j'ai quelques éléments, mais au niveau des lois du pays, il y a des fois où vous avez un vide ou un flou juridique. Vous avez suivi le débat que nous avons eu avec certains collègues sur les PV à délivrer aux candidats aux élections. Il y avait juste une partie où on disait tantôt exemplaire, tantôt copie. Des collègues commissaires à nous, juristes de leur État, se sont engouffrés là-dedans pour dire « Ah, c'est exemplaire, c'est copie, donc on ne peut pas interpréter, on ne peut pas remettre des PV aux candidats. » Alors que l'esprit même de la loi, c'est de dire on remet un document qui permet au candidat, s'il estime que les résultats ne sont pas authentiques, de justifier. C'est ça l'esprit du législateur derrière quand il faisait cette loi. Mais des gens se sont engouffrés pour dire, parce qu'on a dit tantôt exemplaire, tantôt copie, eh bien non, on ne remet pas. Donc c'est un exemple que je donne, mais il y a plein d'autres éléments. La totalisation, quand les PV des CACV arrivent au niveau central, mais il n'y a aucune disposition qui dit qu'est-ce qu'on fait d'un PV qui manifestement a été altéré ou est faux. Donc systématiquement, vous les faisiez passer. Mais automatiquement. Donc c'est au juge électoral de trancher sur l'intégrité des procès-verbaux venant des CAC. Je prends un bouquet où vous avez 400 bureaux de vote. Sur les 400 bureaux de vote, il y a eu 104 bureaux de vote qui ont été mis de côté. 104. Si vous prenez une moyenne... Par le CACV. Par la CACV. Si vous prenez une moyenne de 500 électeurs par bureau de vote, ça vous fait 52 000 votants dont les suffrages ont été jetés à l'eau.
Vous imaginez ça arrive devant Et vous. la CENI ne pouvait pas corriger cela, la CENI centrale. En tout cas, les gens vous disent qu'il n'y a pas de loi qui vous permette de corriger. D'accord. Avant donc d'aller à ce premier rendez-vous de l'info, Monsieur Soropogui, je me tourne vers vous. Bon, on est en plein dans ce débat et il parle des flous juridiques. On en parlera tout à l'heure peut-être quand nous allons parler de l'encadrement juridique des élections en Guinée. Mais pour vous, nonobstant tout ce qui vient d'être dit, à quoi devrait ressembler une administration électorale efficiente, crédible, intègre? Écoutez, on entend... Est-ce que pour vous, vous comprenez d'abord ce fameux débat, ce sempiternel débat en Guinée sur une CENI technique, une CENI politique? Est-ce que par essence, la CENI n'est pas déjà technique? C'est une arnaque. L'expression CENI technique est une arnaque. En fait, ça n'existe pas. La CENI, même l'expression CENI technique, en réalité, il faut partir du fait que la CENI est un organe de gestion électorale qui est un type d'organe de gestion électorale. D'accord. Il y en a plusieurs. Vous avez l'information ? Alors, ce que nous allons faire, nous reviendrons sur ce détail tout à l'heure, mais avant, nous marquons une pause pour ce premier point de l'actualité. Donc, dans votre magazine Alinéa, qui reçoit pour vous ce matin une belle brochette de personnalités, nous avons Monsieur Mohamed Kamara, qui est juriste, Monsieur Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes, Monsieur Diogo Baldé, tout comme lui, ancien commissaire à la CENI, et nous parlons de la réforme, tout simplement, du système électoral guinéen. Alors, je vais lire quelques messages qui proviennent de notre plateforme. Le premier vient de... Alors, attendez, Lama Bank Diallo qui dit « Encore une belle émission. Bonjour, Monsieur Mara et aux invités. Ne pouvons-nous pas avoir une autre institution différente de la CENI pour jouer ce rôle ?» Je crois que Monsieur Étienne Soropogui, justement, était en train de faire la classification tout à l'heure des OGE, tout simplement. Alors, cet autre message qui nous vient de Madame Oumou Wansamba. Bonjour Mohamed Mara, bonjour à tous. Très belle émission. Je demande à Monsieur Soropogui quelle est la CENI dont les Guinéens, dont ont besoin les Guinéens pour le bon déroulement des élections. Bon week-end à vous tous. D'accord. Quelle CENI, tout simplement, pour la Guinée. Monsieur Abdul Salam Toulel Diallo. Alors, il dit bonjour Mohamed et à toute l'équipe. L'émission d'hier, tu nous manquais beaucoup là-bas. Je pense qu'il parle de Mirador sûrement. Le problème des élections en Guinée, la CENI n'a jamais accepté de proclamer les résultats des urnes. Elle est toujours en faveur du pouvoir en place. Bon, ça c'est une perception d'un citoyen guinéen. Alors, cet autre commentaire, Monsieur Abou Assiatou Diallo. Bonjour Modi Mara. Eh bien, tout simplement, pour moi, pour ramener la confiance des Guinéens et croire à cette CENI, il faut changer cette société civile. Le CNOSC de Dansa. Alors, je ne sais pas quel est le rapport directement, mais c'est vrai quand même que nos CENI sont toujours dirigés par la société civile. On viendra à cette question tout à l'heure. La question liée à la présidence de la CENI. Justement, à la présidence de la CENI. D'accord. Et nous allons peut-être lire un dernier message. Alors, celui-là, Mamadou Alfaso, il nous dit ceci. Bonjour, Monsieur Mara, et à tous les honorables invités, surtout mon cher éminent professeur, Monsieur Mohamed Kamara, sont aussi depuis Baïlo-Baya. Je vous rassure, dans Alinéa, on arrive à avoir beaucoup plus d'explications sur certains cours bâclés à l'université. Eh bien, bon vent à tous. Et tout. Je pense que ton professeur devrait rappeler tes copies très rapidement. D'accord. Alors, nous lirons les messages au fur et à mesure, mais on revient au débat. Fine FM, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Lacordaire. Fime FM, Alinéa.
Angle droit, deuxième partie, le débat continue. Alors, tout à l'heure, monsieur Soropogui, vous disiez carrément, vous qualifiez d'arnaque Une arnaque. le fameux débat qui porte sur une CENI politique ou une CENI technique. Pour vous, c'est du bavardage, tout Non, mais simplement. c'est important parce que nous sommes aussi ici pour essayer d'aider nos compatriotes à la compréhension du processus dans son ensemble. Il y a une dame qui vient de poser la question, je crois Quelle CENI pour la qui est Guinée? récurrente même au niveau notamment de nos compatriotes pour dire quel type de CENI. En fait, Quel type il- d'OGE? Non, mais peut-être justement, pas. il est inapproprié même de Voilà. poser Quel type la question de cette façon-là. Quel Organe type de de CENI? gestion Parce des qu'en élections. réalité, dans la typologie De l'organe de gestion organes des de gestion, il y en a 3 types. D'accord. Il y a le modèle indépendant, donc qui est la CENI. Vous avez le modèle gouvernemental, que font par exemple les Sénégalais. Et puis Et vous donc, avez, là, c'est vous avez l'administration le modèle territoire. mixte, un peu comme au Mali, c'est la jonction de 2 modèles. Vous n'avez nulle part un modèle qui est dit technique. Vous n'avez nulle part. C'est important que les gens ne nous prennent pas pour des... Ça n'existe nulle part. Par contre, les organes de gestion ont vocation à déployer un travail technique. Les opérations électorales, dans le cadre de leur déroulé, sont essentiellement d'essence technique. Je crois que quel que soit par ailleurs le type qu'on choisira. Donc je crois que cela est fondamental. Revenons sur qu'est-ce qui a dû inciter à cette forme de modélisation. Il faut naturellement dire ici, c'était le déficit de confiance entre... La crise de confiance entre les acteurs politiques. Pas entre les acteurs politiques. Mhm. Entre les acteurs Administration. politiques et l'État. D'accord. L'État n'a pas vocation à compétir. C'est-à-dire qu'il faut que nous arrivons. Je crois qu'on peut utiliser, on peut travailler dans le cadre de cette parenthèse, de cette transition, pour construire les fondations, les jalons d'un État neutre. Sinon, après, c'est très compliqué, on l'a rappelé ici, de bâtir un processus qui ne soit pas souillé. Dès l'instant que tous les administrateurs, tous ceux qui travaillent pour l'État, pensent qu'ils sont représentants d'un parti politique, quand on n'a pas déconstruit la mentalité de parti-État, ça va être très difficile de construire un processus intègre. Je crois que le travail qui doit être fait aujourd'hui, d'abord, c'est ce travail qui doit... je crois qu'en cela, il faut qu'au niveau de la junte, que nous allons très vite, parce qu'ils ont parlé de la question liée qui a trait à la refondation de l'État. D'accord. Je crois que la refondation peut aussi permettre, quand on aura donné un contenu, parce qu'actuellement on ne sait pas ce que ça veut dire, les chantiers qui ont été déclinés, notamment la refondation et beaucoup d'autres chantiers n'ont pas été, en termes de contenu, rien ne leur a été donné. Je crois que ce qui est fondamental de notre point de vue aujourd'hui, c'est de travailler pour que l'État donne des engagements. Quand on prend la composition même de la CENI, moi je rigole quand j'entends les gens dire, moi j'ai vu des commissaires pendant qui j'étais, qui n'avaient aucune influence sur le processus, en réalité. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous avez une fixation sur 11, 12, 17 ou 25 personnes. Mais en fait, il n'y a pas que eux. Dans des périodes sensibles du processus en termes de déroulé, vous avez autour de 150 à 200 000 personnes, Mohamed Mara, qui interviennent directement dans le processus. Oui, mais c'est et vous, la quand même, capacité... c'est vous qui orientez, qui impulsez l'action de ces milliers, de ces 200 000 personnes sur le terrain. Oui, mais si ces personnes ont... Imaginez, vous n'avez pas de traçabilité. Vous êtes à Conakry. Vous n'êtes que 15 commissaires. Vous n'êtes pas à Yomou, dans un village au fond là-bas. Si les gens là-bas décident, à l'insu de votre regard, en dehors, pardon, de votre regard, de poser des actes qui soient totalement contraires, vous faites comment? Vous n'avez pas la possibilité de savoir ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas là-bas. C'est très compliqué. Je crois que on reviendra sur les apports. Alors, si je comprends bien, les commissaires à la CENI n'ont pas forcément la même mise sur tout le processus. Absolument pas. D'accord. Alors, la question de notre compatriote, puisque c'est l'essence même de cette question aujourd'hui, quel OGE pour la Guinée? Qui prend la question? Quel OGE? Oui, vous voudriez... Oui. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec l'expression arnaque? Oui, c'est clair. Je ne sais pas qui arnaque qui. Oui, évidemment, mon ami Étienne... C'est le politique qui a pris le dessus. qui parle, donc il met davantage l'accent. Encore une fois, c'est-à-dire, je le disais à un moment donné, il y avait une expression qui était chère à M. Mamadi Toura Kaba quand il disait que la CENI, c'est une question d'anomalie au niveau d'un État. Je suis tout à fait d'accord avec lui et ça met l'emphase sur quel point? C'est le fait que les gens, il y a une crise de confiance. Quand on dit arnaque, mais qui arnaque qui? C'est de dire que les gens sont déçus.
Parce que s'il y a CENI, il y a une crise de confiance entre les partis politiques en lice et l'administration qui ne joue pas le rôle de neutralité. Et ça me permet de rebondir un tout peu Donc plus. en cela, on a tort de vouloir exclure les partis politiques d'une CENI, mais vous ne dès pouvez le pas moment parler- où la CENI par essence est installée justement pour mettre fin à cette crise de confiance. Exactement, Absolument. pour instaurer ne serait-ce qu'un semblant de confiance pour que, en tout cas, ils soient là pour leurs yeux, si tant est que leurs représentants soient là et indépendants de leur propre structure de base. Mais c'est cela. Mais quand M. Diego dit, avec son expertise, c'est vrai qu'il y a une administration continuelle, mais c'est à partir de 2016, parce Ouais. que la loi 016, C'est récent. la loi 016 de 2012 indiquait très clairement que les démembrements de la CENI leur fonctionnement prend fin juste après la proclamation des résultats. Non, mais Mohamed, à l'intérieur des démembrements, on maintenait deux Non, assistants écoutez, techniques. non, donc, écoutez. qui sont aussi la mémoire. Non, non, de non, manière ça- continuelle. Non, attendez. Moi, je dans parle dans de- l'ensemble des démembrements. Écoutez-moi, moi je parle de la Avant loi. la réforme Non, de 2016, totalement avant la réforme. Écoutez, C'est-à-dire avant la qu'il faut réforme. Il y a assurer- une Non, parce qu'en antenne. fait, ce Il y que a les gens toujours une comprennent antenne. pas. Non, je- écoutez-moi, je- laissez-moi Ce que terminer. les gens comprennent pas, c'est que le D'accord. processus, ce Et- n'est pas Étienne. un jour. Non, je n'ai pas Etienne, dit voilà. non plus que c'est un jour. J'ai dit, c'est la loi qui l'a indiqué. Là où la loi est claire, il n'y a pas de confusion. Quand vous dites il y a deux que vous maintenez, vous dites on, ça c'est une question de pratique. Absolument. Pour dire une question de mémoire institutionnelle. Sur le fondement de quel texte vous maintenez cela? Pas question. C'est pourquoi il y avait des grèves récurrentes de la part de ces personnes à réclamer leur dû. C'est clair. Il y avait des sittings à tout moment. Alors qu'une administration électorale doit être continuelle. Quand vous parlez de l'existence d'une administration électorale de 200 personnes, bon sang, c'est pas 200 personnes quand même qui peuvent servir et suffire pour mettre toute la machine électorale en branle. C'est pourquoi... Central. centrale, au niveau central. Non, c'est ce que je vous dis, même au niveau central. Même au niveau central, vous avez dit qu'il y avait 300 et quelques et qu'il y avait Au un niveau organe qui avait central, fait au niveau, une sorte d'audit et que 200 ont été retenus. Il y a à peu près 4000 au niveau national. Mais c'est ce que je vous 5 dis. 000, 5 000 5 alors. 000 et quelques. Écoutez-moi, quand il y a une administration électorale, parce que même les démembrements de l'administration électorale sont composés de partis politiques, ça montre que, c'est clair, ça montre que la même crise de confiance qui devrait être corrigée au sommet, c'est vu se retrouve décliner sur le jusqu'à la terrain. base. Oui. Ce qui fait que vous allez donner des instructions au sommet, mais le contraire va se reproduire à la base et vous endossez en tant que commissaire au niveau central. C'est un peu cela. Vous dites D'accord. tout de suite là que quand il y a une accusation, ça vous colle la Alors, la vie. alors Je il termine en faut disant- qu'on évolue aussi dans le débat, oui. Sur la Je CENI. Très termine en rapidement, disant, très en rapidement. termes de CENI, en fait, si on doit mettre en place une CENI, alors il faut comprendre, la question technique ne veut pas dire qu'une CENI expurgée des partis politiques. Ça n'a aucun sens, parce que ce qui dit CENI doit dire nécessairement la présence des partis politiques. Deuxièmement, si on veut aller vers une question de recomposition, il faut éviter que les gens nous jouent simplement sur les chiffres. C'est ça l'arnaque justement. Ce n'est pas la question de dire technique ou autre. L'exemple typique avant, la CENI c'était 25 membres. Mais ils ont diminué le nombre à 17. 17. 7 partis politiques de part et d'autre, ça fait 14. Alors que par le passé, il y avait 20 des partis politiques. Ce qui faisait 80% des personnes issues des formations politiques. Alors maintenant, Alors la qu'avec- proportion a augmenté. Alors que maintenant, là, 83%. hein. contrairement aux chiffres brandis de 17, Ouais. mais les formations politiques sont représentées à hauteur de 82,32%, 35%. Donc, vous voyez un peu, en termes de représentativité, c'est de cela. Ça a augmenté C'est pas en le fait de réalité. dire- L'emprise des politiques L'emprise des politiques a a augmenté. augmenté. Mhm. Alors que quand vous voyez 17, apparemment vous pensez que 25 c'est trop par rapport à 17, mais contrairement à 25, par rapport à 17, l'emprise a augmenté. Alors, moi, mon problème aujourd'hui, oui, puisque apparemment, la question de la confiance entre les acteurs, elle n'est pas prête d'être résorbée, sinon on ne parlerait même pas de CENI en République de Guinée. Ouais. Mais, alors, de manière claire, on va peut-être vers la question de la réforme même des textes. Quel type de CENI et comment faire Quel pour type que d'O- quel force type d'OGE? d'OGE, j'allais dire, et comment faire pour que finalement, du début à la fin du processus, qu'on puisse résorber, si vous voulez, la question de la manipulation des suffrages, parce que tout le problème reste à ce niveau-là. Je ne comprends pas que jusqu'en 2021, qu'en Guinée, on continue de parler de PV, de papier, des bureaux de vote jusqu'au niveau de la CENI centrale, absolument. alors qu'on vient de voir l'exemple du Cap-Vert, où dès le bureau de dimanche vote, soir, on oui. met tout dans On le met les serveur résultats, parce que oui. vous avez des tablettes, vous avez des téléphones, des smartphones. Les chiffres sont rentrés, il n'y a même pas de CACV, c'est directement sur le serveur au niveau de la En CENI deux mots, centrale. je- En la deux question. mots. En deux mots. Oui. Bon cadre juridique, cohérent, complet, en phase avec nos réalités, et le respect des textes. C'est tout.
Oui, mais Parce que ce si- cadre juridique, il n'a jamais été complet. Mais c'est ce que je vous dis. D'abord, vous aviez l'habitude d'appeler ce texte-là code électoral. Vous conviendrez avec moi, monsieur Camara, qu'on n'a jamais eu un code électoral. électoral. C'est Oui. pourquoi je vous dis, vous avez tout à fait raison. Quand je dis le cadre juridique, ça veut dire quoi? Du démarrage jusqu'à la fin. Parce que l'élection, ce n'est pas le jour du vote seulement. Ça veut dire que, et la question matérielle, la question des recrutements, la question du personnel, tout cela est réglé par les textes. La CENI n'a pas à faire les deux mains à tout moment pour demander à l'État, remettez-nous l'argent qu'il faut pour faire ceci, pour faire cela. C'est pourquoi quand je dis respect de la loi, c'est que la loi, la partie de la loi qui touche à la question de l'argent doit être respectée. La question de la supervision, du décomptage, toutes les phases, quand c'est acté par la loi, pourvu que cette loi soit complète. Parce que quand elle est incohérente, elle n'est pas complète. Parce que le cadre juridique actuel, il est non seulement flou par endroit. Vous êtes d'accord avec M. Baldé? Bien sûr, il est incohérent, mais il est incohérent, il est quelquefois contradictoire, il y a des termes même qui rentrent en contradiction, et il est dans une incomplétude parce qu'il n'y a pas la partie réglementaire en complétude. Alors, toutes les fois que le législateur doit voter les textes de loi, il doit quand même être aussi à l'écoute des universitaires, pourvu que les universitaires ne mettent pas simplement leur passion dans la rédaction des textes. Quand il est dit, attention, la loi sur la CENI, elle n'est pas bonne, la loi électorale, elle n'est pas bonne. Pendant que vous êtes guinéen, ça ne veut pas dire que vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire que vous appelez l'attention du législateur pendant qu'il a encore grand temps. Sinon, ça va passer au forceps parce que le législateur ne vote même pas les textes en Guinée, article après article, c'est en flot, par vagues successives. Et finalement, on ne fait pas l'étude d'impact de la loi avant même de l'adopter et on concentre les germes de l'incompréhension dans la loi. Alors, une fois que la loi elle est bien balisée, on peut en ce moment procéder à son respect. Et quand c'est respecté, vous allez voir tout de suite que les choses vont se Monsieur passer bien. Baldé, Oui. à quoi devrait ressembler notre OGE? Alors, on y va structurellement. Ici, il y a quelques jours, il y a une semaine, on avait le doyen Pathé Dieng qui voulait d'une CENI un peu qui fonctionnerait comme avec une base, une pyramide, avec au sommet une sorte de conseil d'administration. Moi, je vais vous donner ma lecture de la CENI, de l'OGE. Je pense pour avoir d'abord été en dehors, avoir vu la CENI dérouler son processus pendant au moins 7 à 8 ans et ensuite m'être retrouvé à l'intérieur pendant 2 ans, je dis d'abord pourquoi faut se poser la question pourquoi on a eu la CENI. C'est par déficit de confiance. On est d'accord tous ici sur le plateau qu'il faut maintenir des politiques à l'intérieur de la CENI pour au moins les rassurer, pour apporter cette confiance, pour qu'ils sachent ce qu'ils s'y font, qu'ils aient des représentants qui participent à la prise de décision. Là-dessus, pour moi, la CENI indépendante de l'administration, l'OGE indépendant de l'administration doit être maintenue. Ensuite, des politiques à l'intérieur maintenues. Je pense qu'à mon sens, aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, c'est la présidence des instances de la CENI. Je pense qu'il faut changer, il faut encadrer le choix des présidents des instances à la fois. Alors, jusqu'à présent, la société civile avait des postes, les partis politiques, et ainsi de suite. Comment c'était dessiné avant, avec la dernière CENI? Avec la dernière CENI, donc la loi dit clairement que ce sont les personnes issues de la société civile qui président la CENI. C'était avant, depuis Ben Sekou Sylla, tous les présidents de la CENI sont issus de la société civile. Et donc, c'est entre deux personnes qu'on fait une élection. Mais je pense qu'il faut re-encadrer cela pour que la personne qui va présider la CENI soit une personne reconnue pour sa crédibilité, pour sa moralité et pour sa capacité à dire non quand les choses ne sont pas conduites de façon transparente. Oui, mais là, il y a un problème. Lorsque vous avez, si vous voulez, tout le Bataclan des partis politiques à plus de 82%, d'accord, donc répartis en deux camps opposés, au milieu, vous avez l'administration qui est aussi soupçonnée forcément d'être du camp du pouvoir. Et puis, vous avez la société civile. Alors, naturellement, est-ce qu'on peut organiser des élections entre tous les acteurs sans que cela ne revienne automatiquement à un parti politique? Je vous explique, M. Barra. Oui. Je pense qu'il est normal dans un débat que, par exemple, des commissaires issus d'entités différentes, mouvances opposition, ne soient pas d'accord sur les faits. Mais si vous avez une personne qui a de la hauteur, comme M. Camara ou d'autres, qui sont capables de trancher de façon juste
et d'être du côté de la vérité, je pense que 80% des problèmes des CENI seront résolus. Mais nous avons vu ici, par exemple, dans notre CENI, quand le président de la République est sorti pour dire des élections doivent être faites en 2019, il fallait qu'on sorte un chronogramme qui conduisait à des élections au 28 décembre 2019, alors que ce n'était pas possible. Oh, mais ça, c'est le travail et pas que du président. Oui, mais les gens se sont opposés. En notre temps, nous, commissaires, nous avons sorti plein de déclarations, nous sommes passés dans des médias pour dire que ce n'est pas tenable. Il a fallu que l'organisation de la francophonie vienne confirmer que ce n'est pas tenable. Mais fondamentalement, là-dessus, je pense que le vrai problème de la CENI actuelle, en tout cas le dernier, le plus important, c'est la CACV, la Commission administrative de centralisation des fautes. Là-dessus, il faut rappeler quand même que la CACV est présidée par un magistrat, c'est du corps judiciaire. Le vice-président, c'est quelqu'un qui vient de l'administration. Et je pense qu'aujourd'hui, la majorité des fraudes qui se font dans ce pays-là se fait au niveau des CACV. Et je l'ai dit, est-ce qu'on peut les supprimer, oui ou non? La technologie aujourd'hui permet de supprimer, si vous voulez, les CACV automatiquement. Pourquoi ne pas avoir directement à partir des bureaux de vote, pouvoir envoyer les suffrages et tout sur un serveur central et supprimer les CACV? Comme l'a dit Étienne, c'est la proposition que nous faisons en disant, en fait, moi j'étais au Cap-Vert pendant les élections législatives de juin dernier. J'ai vu ce qui s'y passait. Tous les bureaux de vote sont équipés d'une tablette où les gens, quand ils votent, on prend en photo le PV, on rentre les données et c'est basculé sur un serveur central. On ne fait que de la vérification a posteriori. La CACV n'existe plus. Je pense qu'en Guinée, le problème de la CACV doit être étudié. Et fondamental. Fondamental. Pour moi, il faut l'écarter ou revoir totalement sa mission et cela doit se baser sur la technologie. Nous ne pouvons plus faire l'économie d'une plateforme numérique capable d'avoir toutes les données et de pouvoir les remonter de façon automatique et les partager au Cap-Vert en même temps qu'on scanne le PV et on l'envoie au serveur central. Il est envoyé automatiquement en copie à tous les partis politiques candidats. Vous imaginez? Et cela est possible de le faire et je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là au lieu de rentrer dans un débat CENI technique ou pas. Encore une fois... Donc vous pensez que essentiellement la question de la CENI, la question de la fraude, elle serait résolue en grande partie si l'on supprimait cette étape intermédiaire des CACV. Vous aussi, vous convenez avec lui? On gagne doublement. D'abord au niveau de la proportion des personnes qui interviennent dans le processus. D'accord. Cette proportion, on gagnerait aussi longtemps qu'on peut diminuer, on peut travailler à diminuer la proportion des personnes qui interviennent, notamment dans les questions liées aux remontées des PV, mais aussi l'étape qui consiste à comptabiliser au niveau des CACV. Je crois que nous avons fait cette proposition qui consiste à supprimer l'étape des CACV, parce qu'en réalité, c'est à ce niveau que beaucoup de manipulations sont aussi effectuées. C'est quoi l'intérêt? C'est vrai qu'après, il y a une différence. Parce qu'au niveau des bureaux de vote, on peut opter, mais je crois que ça va être difficile au niveau de notre pays. Opter pour le vote électronique, ça peut entraîner des déperditions. Non, il y a une éducation à cela et ce n'est pas du jour au lendemain. Je pense qu'on soit prêt pour ça. Par contre, comme l'a rappelé Diogo, ce qui peut être fait, c'est qu'on peut maintenir le vote physique avec des procès-verbaux physiques. Et dès l'instant qu'on a fini de procéder, de clôturer le vote, de fermer le bureau de vote et de faire le dépouillement, tout de suite, les PV qui vont être établis peuvent être scannés, renvoyés à l'ensemble des partis politiques et un serveur central peut être au niveau de la CENI. On met en place au niveau de la CENI ce qu'on appelle une commission de totalisation avec la présence de l'ensemble des acteurs. Donc les données sont remontées au fur et à mesure de manière électronique. Je crois que cela peut permettre... Parce que mais il faut une commission aussi de vérification pour vérifier de l'intégrité des données qui sont remontées. Procès-verbaux, parce qu'il y a des procès-verbaux aussi qui arrivent avec des anomalies. C'est pourquoi on maintient parallèlement la délivrance de procès-verbaux physiques. D'accord. Pour pouvoir comparer aux besoins. C'est pourquoi on maintient. On n'écarte pas que les procès-verbaux soient délivrés. Mais il faut donner ce pouvoir-là à la CENI centrale, comme on l'appelle, de vérifier de l'intégrité des résultats qui arrivent de la base. Et ça permet d'aller notamment sur la question liée au choix du président de la CENI. C'est fondamental. Vous savez, quand vous êtes amené à faire des commandes, notamment des documents sensibles, comme le procès verbal, vous pouvez en commission décider de la quantité à commander. C'est des documents qui ne doivent pas être traînés partout. C'est des documents extrêmement sensibles. Si on a 16 000 bureaux de vote, on doit s'assurer qu'on a commandé
16 000 procès-verbaux. On peut commander un stock de sécurité qu'on met à côté, s'assure que qu'il ne soit pas abandonné dans les mains des personnes malveillantes. Par contre, ce qui arrive, alors, c'est que quand on a... ce que nous allons faire, je sais, là, je vous interromps au pire moment, mais actualité oblige, mais aussi nous avons devoir envers nos partenaires commerciaux. Nous allons marquer une petite pause, mais juste après, nous revenons sur le choix du président de l'OGE, mais aussi des différents départements donc, de la future OGE en République de Guinée. Tour donc dans cette émission Alinéa, nous parlons de la réforme du système électoral guinéen au sortir de cette transition pour que cesse définitivement, en tout cas on ose l'espérer en Guinée, les contestations après les scrutins. Alors tout à l'heure je me tourne vers vous monsieur Camara, mais je pense que Alpha avait une question. Oui, on était avec M. Tensoropogui qui parlait justement de la tête, de l'occupation de la tête de la CENI. Et on a souvent remarqué que c'est la société civile qui est mise en exergue. Alors vous, est-ce que toujours, comment faut-il s'y prendre justement pour pouvoir... qu'est-ce qu'il faudrait... Non, je crois que c'est fondamental que dorénavant et que cette fois-ci, que la personne qui va être choisie pour présider ou décider de la CENI soit une personne choisie de manière consensuellement. Hein, il faut qu'il soit choisi consensuellement et que ce soit une personne... Par l'ensemble des acteurs. Par l'ensemble des acteurs. Que ce soit une personne qui a la réputation au niveau national, dans l'opinion, d'être imperméable aux injonctions. C'est que ça doit être quelqu'un de connu pour son intégrité, pour son honnêteté. Ça doit être quelqu'un qui est connu pour son impartialité, sa neutralité. Je crois qu'on peut travailler, par exemple, à établir une shortlist de 5 personnes. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en Guinée, mais il y a des personnes comme ça qui correspondent à ce profil pour que ces personnes-là puissent venir à la CENI. Parce que ce que je suis en train d'imaginer que dans le cas de la commande de matériel sensible, comme le procès verbal, si vous avez dans les discussions à l'intérieur de la CENI, au niveau des commissions, décidé que sur la base du nombre de bureaux de vote, vous devez avoir 20 000, ça dépend du nombre de bureaux de vote. Parce que, encore une fois, les procès verbaux doivent être strictement commandés en fonction du nombre de bureaux de vote, pas plus. Ça, on peut commander... ça pour éviter quoi? Non, mais ça peut éviter des manipulations. Ouais. On peut commander un stock de sécurité. Alors, ce qui arrive parallèlement, à l'insu de tout le monde, et ça c'est parce que le président est assez fort, et il traite avec un opérateur, un prestataire qui est un businessman à l'extérieur de la Guinée. Lui, ce qu'il veut, c'est son argent. Alors, le président commande parallèlement la quantité équivalente. La quantité équivalente et qui est disséminée un peu partout en Guinée, remis aux gens, notamment du pouvoir, pour qu'au besoin, ils soient capables... Donc, il y a ça. Après, vous n'avez aucune trace, malheureusement. Oui, mais ce que vous dites nous alerte particulièrement. Vous soupçonnez carrément des présidents de CENI d'avoir commandé parallèlement des procès-verbaux. Absolument. Tout simplement. Parallèlement. Et qu'on donne à des représentants de partis politiques. Je peux me permettre d'ajouter une chose sur ce qu'Étienne vient de dire. Nous avons, à la CENI, on aime dire qu'on a 2 CENI à l'intérieur d'une même CENI. Nous avons un service logistique qui est une petite CENI à l'intérieur de la CENI qui commande, achemine, sans que nous, les commissaires, nous soyons au courant. Quand nous avons... Mais c'est le président. Attendez, c'est le président en relation avec le pouvoir qui commande via le service logistique et qui achemine. Je vous donne un exemple. La question des PV. Donc, il est le seul signataire de ces contrats-là. Mais vous ne voyez même pas. Oui, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Je vous explique pour vous donner la question des PV. Quand on disait qu'on ne distribuait pas les PV aux candidats, ce service, quand les gens s'arc-boutaient, il n'y a pas de PV, il n'y a pas de PV, ce service avait déjà commandé des PV et déployé sur le terrain et des fiches de résultats c'est au terrain qu'on les a découverts. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau de la présidence de la CENI et des autres instances. Je pense qu'aujourd'hui, dire qu'il faut systématiquement que le gars vient de la société civile, on ferme les yeux là-dessus, il faut changer ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Il faut faire une shortlist de personnes crédibles et qui vont aller dans une instance comme le CNT ou je ne sais pas, et que cette instance choisisse parmi cette shortlist une personne qui va diriger l'organe de gestion électorale de transition. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi est-ce que vous êtes d'accord avec moi donc que l'utilisation de la technologie aura vraiment pour impact
de résorber une bonne partie de cette question. Parce que si des procès-verbaux peuvent être envoyés en parallèle pour être comptabilisés, c'est un problème. Mais si les résultats, à partir du bureau de vote, les résultats sortis des urnes, une fois que c'est comptabilisé devant tout le monde, on les rentre dans le logiciel, dans la base. Et ça, d'ailleurs, pour une utilisation unique. Donc, une fois que le code est rentré, on rentre ensuite les chiffres devant l'ensemble des représentants des candidats. Une fois que c'est verrouillé, on ne peut plus revenir là-dessus, c'est déjà dans le système. Et le PV est envoyé de manière électronique à tout le monde avant que les papiers et les PV en papier ne soient acheminés des semaines plus tard. Est-ce que ça peut régler une partie des problèmes? Monsieur Mara, oui, je crois qu'une élection aussi, elle vaut par sa qualité des hommes d'être observé. C'est fondamental. Oui. Il faut pas, et je crois que c'est le problème que nous avons eu avec le régime précédent à l'occasion des dernières élections. La responsabilité qu'ont les acteurs, les parties prenantes à s'assurer de la fiabilité des chiffres est fondamentale. Je crois qu'aujourd'hui, la société civile guinéenne a un rôle fondamental à jouer. Elle a un rôle fondamental à jouer parce qu'elle doit pouvoir travailler pour que, de nature, sous base des faits factuels, et des éléments mesurables, qu'elles soient en capacité de pouvoir contredire le moment venu et au besoin les chiffres qui peuvent être donnés par l'instance de gestion. Ça se passe partout. Il faut que ceux qui gèrent les élections comprennent qu'à côté d'eux, il y a des personnes qui sont là, qui observent et qui ont la capacité de produire des informations contradictoires à ce qu'ils donnent. Je crois que si tout cela est mis à côté, ça peut permettre aussi ça, à ce que les gens fassent... On parlait de l'observation électorale. Alors c'est en cela qu'on a demandé à ce que et la société civile guinéenne justement travaille à mettre en place un puissant consortium d'observation, de labellisation et de crédibilisation du processus. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de colmater les brèches. Il faut travailler à aller au niveau de l'ensemble des bureaux de vote, avoir des représentants partout. Dès l'instant que le PV est produit, avoir la capacité de capturer les PV et de mettre parallèlement un système de comptabilisation. C'est permis dans la littérature, ce n'est pas interdit. C'est ce que nous avons fait à l'occasion des dernières élections. Après qu'il nous a valu la prison, on a crié surtout, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas s'autoriser à penser que les élections, la transparence, elle est indissociable de la confiance. Les élections, c'est d'abord la confiance, et pour qu'il y ait la confiance, il faut qu'elle soit transparente. On ne doit absolument rien cacher. Dès l'instant, vous savez, c'est une culture, le secret dans nos sociétés. Ce n'est pas que autour du processus électoral. C'est d'abord la chose publique, même dans sa gestion, les gens développent assez de secrets. Il faut qu'on commence à sortir de cela. Et naturellement, autour du processus électoral, on ne peut pas continuer à entretenir des formes de secrets qui ne disent pas leur nom. Dès l'instant qu'au niveau des élections, la seule chose qui doit être secrète, c'est le secret du vote. Mohamed Kamara, là, il peut m'en témoigner. C'est le secret du vote. Tout le reste doit se faire au su et au vu de tout le monde. C'est pas le cas. Alors, il y a Alassane Omar Bari, je vais poser la question à M. Kamara, qui dit, bonjour, pourquoi on n'autorise pas la presse à publier les résultats des élections? Oui, en fait... pas les résultats peut-être, mais au moins les procès-verbaux ou les résultats sortis des... Je pense que les résultats partiels, oui. En fait, c'est au regard de la sensibilité, y compris de la question... Tout le monde n'a pas le même professionnalisme au niveau même de la presse. Donc, face à cela... Oui, mais chez nous, ce que nous faisons, on va vers une synergie. Nous faisons une radio, une antenne unique. C'est ce que je vous dis. Oui. C'est-à-dire que il faut que ça soit en synchronisation, voilà. Et que ça soit, comme Étienne l'a dit, modélisé, d'amont en aval. C'est-à-dire que même la personne qui va rendre, par exemple, au niveau de l'antenne, ne dise pas tel a remporté à tel niveau, qu'il soit très en nuance. Parce que sinon, même des populations peuvent sortir pour, en tout cas... Tel a obtenu tel nombre de suffrages, tel autre a obtenu tel nombre de suffrages. C'est pour cela, je pense, voilà. Tout ce qui peut amener la transparence amène la confiance. Mais s'il n'y a pas de confiance et qu'il y a des trucs à cacher, ce n'est pas bon. Maintenant, pour revenir un peu sur ce que vous avez dit, moi je pense qu'il faut aller au-delà des accusations ou des contre-accusations. Quand la société civile va jouer son rôle, les révélations qui sont faites ici aujourd'hui, moi je ne peux pas me mettre... Ça fait froid quand même dans le dos. Ça fait froid dans le dos, je ne peux pas écarter du revers de la main, mais je ne peux pas non plus dire que c'est validé parole contre parole. Ouais. Mais si la société civile était prise en compte de bout en bout, et que les magistrats aussi appliquent la loi, et que l'on évite ce qu'on appelle des conflits de compétences, parce que si un magistrat préside un CACV au niveau d'une commission de centralisation des votes, c'est le même magistrat pratiquement ou son homologue qui vide le contentieux par corporatisme, par esprit de confraternité le plus souvent, les gens peuvent ne pas
te dire, bon, contrairement à ce que mon collègue a dit au niveau de cette CACV, je vais invalider les élections. Sans compter que, même à travers la totalisation, ça diminue un peu les marges de manœuvre de la CENI au niveau central. Imaginez que, comme j'ai écouté beaucoup d'incohérences au niveau des statistiques dernièrement, peut-être M. Etienne ou M. Diego peut témoigner, c'est-à-dire où on parle d'un taux de 100,14%. De la préfecture de Farana. Et vous, à la CENI, attendez, M. Camara, vous n'aviez pas le droit de changer cela. Ils ne peuvent pas. On peut Vous ne pouvez pas écarter. La loi qui encadre la totalisation au niveau de la CENI n'autorise pas la commission de totalisation à écarter un PV de vote, fut-il aux yeux de tout le monde anormal, entaché de fraude. Je prends par exemple, juste sur cet élément-là, nous avons fait un travail en identifiant 17 bureaux de vote sur 4 communes de la préfecture de Farana, et le taux de participation sur ces bureaux de vote était autour de 80%. Donc vous ne pouvez pas avoir une moyenne de toute la préfecture de 100,14%. D'accord. Mais le truc était là. Mais là-dessus, vous soulevez une question très intéressante, puisque je me rappelle que là-dessus, imaginez que la CENI ne puisse pas élaguer. La CENI envoie les résultats tels quels à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'il revient à la Cour constitutionnelle de vérifier PV après PV. Exactement. Je me rappelle que lors de la dernière présidentielle, près de 10 000 pièces, 10 000 procès-verbaux ont été envoyés à la Cour constitutionnelle par l'un des candidats. Ils n'ont pas eu le temps de les examiner. Non, mais c'est clair. Donc, encore une fois, ça contrarie la CENI au niveau central parce qu'elle ne peut pas avoir du tout une marge de manœuvre pour invalider un résultat remonté au niveau d'une sorte de CACV. Fut-il un résultat erroné ou en tout cas avec des irrégularités. Sans compter d'autres manquements. Moi, j'ai écouté à l'extérieur beaucoup d'arguties juridiques qui étaient développées au niveau de la répartition des procès-verbaux, ainsi de suite. Tout cela est de nature à créer une sorte de confusion entre les citoyens. Or, la question électorale est éminemment sensible. Moi, je pense qu'on doit venir à une refondation de l'État. Parce que comme cela, la société civile est une association apolitique. Un parti politique est une association politique. Partisane. C'est clair, et c'est partisan. Si ces deux entités-là doivent être investies de la confiance au détriment de l'État qui accorde un agrément de reconnaissance, c'est le monde à l'un et à l'autre. À l'un et à l'autre, c'est le monde à l'envers. Absolument. Et on est arrivé dans un pays où même la société, vous avez même des ONG qui donnent un ultimatum à l'État. C'est le monde à l'envers, ça. C'est l'État qui encadre tout, qui devient le garant, avec des administrateurs qui doivent avoir le sens de l'État. Avec une administration politisée, c'est compliqué. Mais c'est ça, justement, c'est pourquoi la question de la dépolitisation de l'administration est cruciale. Mais c'est un long chemin. Parce que tant à l'interne, d'aucuns pensent que non, pour peu que vous soyez nommé, si vous montrez intransigeance, ça veut dire que vous êtes en train de faire preuve d'ingratitude. Alors qu'à l'externe, quand aussi tire les ficelles pour que vous fassiez ce qu'on appelle une agitation à la manière politique à l'interne. Si vous faites preuve de caractère partisan dans l'administration, un militant de l'opposition ou du pouvoir, selon votre bord, peut redouter venir vers vous à l'effet de vous demander un service public. D'accord. Or, ce service public doit être constant et je veux dire permanent. Sur la question, je crois qu'il appartiendra très rapidement, au leadership. Oui. Au leadership de donner l'exemple, Exactement. de faire preuve d'exemplarité. C'est fondamental. Aujourd'hui, si le président Doumbouya, que nous saluons, a déjà libéré notre pays d'une dictature, s'il décide que les prochaines élections seront transparentes, je crois que tout le monde suivra, ça le sera. Ouais. D'accord. Alors, nous allons engager donc le dernier virage de cette émission qui va porter sur la question du fichier électoral. Ça a été l'une des points discordés entre les différents acteurs et avec toutes les conséquences que cela a eu. Alors aujourd'hui, par exemple, on a constaté pour la région de Kankan, par exemple, à un moment donné, le nombre d'électeurs était carrément supérieur à Mamou, Labé et Kindia réunis. Comment peut-on expliquer qu'est-ce qu'il faut réellement, quel fichier électoral pour notre pays? Moi, je pense qu'il faut aller vers les nouvelles technologies. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle la LEPI, la liste électorale permanente informatisée. Il y a des primo-votants qui ne devraient pas être mis en rade parce qu'ils viennent d'avoir 18 ans tout de suite là, il faut qu'ils soient intégrés. Tout en étudiant tous les facteurs possibles. Et c'est pourquoi moi, je reviens toujours à la question de l'État. On doit être en capacité d'avoir dans notre pays une société de téléphonie nationale. Une société qui fournit également l'Internet. On a vu, vous parlez tout de suite là de la remontée des informations où le réseau Internet peut être coupé. Vous avez vu?
ça, tout cela, c'est une question de Une volonté seule- politique. c'est vrai. Voilà, c'est clair. C'est-à-dire, vous allez dire, bon, on va... Non, mais il y a des solutions. solutions, hein. Il y a des solutions, mais je peut-être pense par qu'il y a des VSA, solutions. il y a des Par solutions. quand VPN, même. La LEPI, Ouais. la question du fichier, c'est que à ce stade-là, je pense, quand le CNT va être mis en place, les acteurs vont faire des propositions concrètes. Ouais. Parce qu'à ce stade, il faut éviter de dire ça doit être comme cela. Chacun doit proposer pour dire il se peut que ça soit comme cela, ce serait souhaitable que ce soit comme cela. Quand vous sous-tendez à votre dynamique une approche participative, de manière consensuelle, les gens vont fédérer une caution de crédibilité à la chose. Mais que ce ne soit pas une prise d'opposition unilatérale. En fait, c'est qui D'accord. mine. Alors, puisque vous parlez de fichiers, oui ou non pour un fichier diffusé auquel le citoyen lui-même a accès via une plateforme par exemple, Mais justement, qu'il ne peut pas manipuler, mais que chacun puisse vérifier sur la plateforme est-ce que les informations qui me concernent, c'est-à-dire, oui, on devra afficher comme on a l'habitude de le faire, mais que la liste, le corps électoral soit publié et que l'ensemble des acteurs y aient accès. je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'en réalité, on n'a pas un problème de fichier en Guinée. Ce qui mine notre processus électoral et notre processus démocratique, c'est son manque d'intégrité. Quand on ne l'a pas, naturellement, sur toute la chaîne, on aura des difficultés. Donc il y a problème. Il y a un problème, c'est qui mine. Je crois qu'il faut en amont régler cette question d'intégrité et de transparence sur toute la chaîne. Ça ne pose pas de problème parce que la constitution du fichier électoral, on peut décider à ce stade-ci de mettre à plat. Alors, pour mettre à plat, il faut commencer déjà à procéder aux opérations d'enrôlement, d'enregistrement de nouvelles personnes. Mais cela peut, moi, une fois je suis allé à Dubreuka pour observer les opérations d'enrôlement, je trouve que la cale qui était installée s'était déplacée. Il dit, mais où est la cale? Alors les gens qui étaient gênés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je sois là. Après, j'ai constaté que la cale, avec toute la machine et ses membres, y compris certains représentants des partis politiques, étaient chez le préfet. Je me suis rendu chez le préfet. Il dit, mais la cale fait quoi ici? Alors, ils étaient là tous en train de trembler. Il dit, prenez-moi cette cale tout de suite. Et heureusement qu'ils n'avaient pas commencé, ils avaient pris Les opérations d'enrôlement. Le préfet a dû se plier en quatre pour demander des excuses. Parce que j'ai dit, ce que vous faites comme ça, même si, parce qu'il m'a dit, non, c'est pour mettre ma famille. Je dis, même si, vous aurez dû nous demander en tant que CENI, parce que vous n'avez pas la maîtrise, ce n'est pas vous qui gérez les élections ici. Donc, ouais, non, donc je crois que la question de la transparence, de la sincérité des choses, elle encadre tout le processus, elle est transversale, et ça c'est la volonté politique. Qui peut nous amener à cela. Dès l'instant que des cadres d'une certaine influence ont la capacité de demander à ce que des choses incorrectes soient menées, vous n'aurez aucune chance que d'avoir un processus qui est suivi. Volonté politique forte, société Éducation, civile organisée en éducation pour l'observation électorale, oui. Monsieur Mara, éducation électorale à la base. Il y a des citoyens qui peuvent redouter à l'effet de faire enrôler l'ensemble des membres de la famille, craignant par exemple une question d'impôt. Absolument. Il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, sans compter que la question du fichier, et M. Etienne, M. Diego, vous êtes là pour le savoir que c'est éminemment également stratégique. N'oubliez pas, au sein d'un État. C'est pourquoi les gens qui doivent être au niveau justement de piloter ce type d'entité, c'est franchement des gens qui sont expérimentés, mais aussi qui ont blanchi sur le harnais et qui peuvent regarder dans le blanc de l'œil pour sauvegarder l'intérêt. Éducation électorale, savez-vous qu'en Norvège, une semaine avant les scrutins, on fait voter justement les primo-votants dans les écoles, on leur apprend comment voter. Exactement. Ça, c'est à l'école. On va jusqu'à apprendre aux enfants à l'école à voter. Oui, Monsieur Baldé. Sur le fichier électoral, avant de dire qu'est-ce qu'on doit faire pour le fichier, je préfère d'abord qu'on revienne sur le fichier électoral de la Guinée depuis 2010, rapidement en chiffres. Oui, en attendant, une question à ce niveau. Le fichier tel qu'il est, faut-il le laisser tomber et reprendre l'enrôlement intégral du corps électoral, ou bien il faut corriger le fichier dont nous disposons actuellement pendant cette transition? Mais justement, ça sera la réponse sera la conséquence de ce que je vais dire. Nous sommes partis de 2010 avec environ 4 millions d'électeurs, 3 800 000 biométriques et 400 000 alphanumériques. Nous avons fait un recensement en 2013, nous sommes passés à 5 millions. Nous sommes arrivés en 2015 où on est arrivé à 6 millions, un peu plus de 6 millions d'électeurs. Nous sommes arrivés à la CENI. Moi, j'ai fait partir de l'audit du fichier électoral en 2015 en tant que représentant des partis politiques qui décriaient le fichier électoral. J'y étais en 2018 avec les experts internationaux.
Eh bien, je suis arrivé à la CENI en 2019, justement profitant de mon expérience, de toutes les lacunes que nous avions constatées au sortir de l'audit, pour mettre en place justement les recommandations des audits, la R1, la R2, la R3 et la R4. Mais en 2019, où nous avions recensé, où nous-mêmes nous avions décrié le processus, nous nous sommes retirés. Il y a eu un fichier d'à peu près 8 millions d'électeurs qui a été ramené à 7 millions, qui représentait à peu près 69% du corps électoral. Ensuite, nous sommes revenus pour la présidentielle, où là, il y a eu un changement à la tête de l'institution, où on nous a autorisé d'aller sur le site central, de travailler avec les experts qui venaient de la CEDEAO et d'autres experts d'ailleurs. Nous sommes arrivés à un fichier électoral de 5 400 000 électeurs pour la République de Guinée, ce qui représente à peu près 42% de la... Oui, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de manipulations, toutes ces fluctuations. Oui, alors, est-ce qu'il ne faut pas laisser tomber carrément ce fichier et aller vers un nouvel enrôlement cette fois-ci? Je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, en 2020, on a construit un nouveau fichier électoral. Pourquoi? Parce qu'en appliquant la R1 disait que tous les électeurs qui ne repasseraient pas devant la machine ne seraient supprimés du fichier électoral. De facto. Et aujourd'hui, tous les 5 400 000 électeurs qui sont dans la machine sont des électeurs qui sont effectivement repassés devant la machine entre fin 2019 et 2020. Donc pour moi, c'est une bonne base de travail. Ça serait dommage de mettre tous ces gens... Donc il faut maintenir... Pour moi, il faut partir de ce fichier, ouvrir le recensement. Par exemple, au niveau de l'étranger, on n'a pas recensé les gens, pas du tout. Toutes les conditions étaient créées pour empêcher que les Guinéens de l'étranger se fassent recenser. Laissez le temps pour que les gens puissent venir. Ça aurait l'avantage de cela aussi en partant d'un fichier qui existe. Si Mohamed Mara est déjà recensé, quand on va embarquer les données de Mohamed Mara sur le kit, quand Mohamed Mara mettra sa main, les données vont sortir. S'il veut changer son adresse ou son prénom, il va le changer. Ça même si je suis au Gabon. Minute. Même si ça vous prendra 1 minute au lieu que ça vous prenne 10 minutes. Donc on va gagner également en temps. Et en économie. Et en économie. Et derrière aussi, vous avez parlé de la vérification de la présence de l'électeur. Je pense que c'est fondamental. Nous l'avons demandé. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut peut-être... Mais je vais aller plus loin. Pourquoi ne pas publier cette liste électorale? Je vais vous dire quelque chose. Oui. Une révélation, une grosse révélation. À la CENI, nous avons demandé ça. Nous l'avons implémenté. La vérification par USSD, où M. Mara prend son téléphone, il envoie son numéro de carte d'électeur ou son numéro de récépissé à un numéro court. Ça lui dit, vous êtes dans le fichier ou vous n'êtes pas, vous êtes affecté à tel bureau de vote. Mais le pouvoir a mis le pied dessus. Le projet, on a bien. Alors, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Une heure et demie, ça passe très très vite. 10 secondes. Oui, non, mais sur la question, je crois que c'est à ce niveau, je suis plus ou moins pas d'accord avec mes amis de l'UFDG. Je crois que nous avons à un moment donné demandé à ce que le fichier que nous avons aujourd'hui soit remis à plat. D'accord. Donc il faut le remettre à plat. Vous pensez qu'on doit le remettre à plat? D'accord. Monsieur Camara? Moi, je pense qu'il faut mettre l'ensemble des organes en place. Ouvrir un débat sur la question à l'interne, parce que c'est-à-dire les avis émanant des partis politiques et d'autres, il y a d'autres experts qui sont pas là, qui sont silencieux mais qui sont expérimentés. Oui. Leur apport sera... Donc il faut ouvrir le débat. Non, moi je pense effectivement aussi pour finir juste malheureusement nous sommes à la fin de l'émission. Il faut ouvrir le débat, mais il faut rappeler aussi que nous... Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, vous le savez, le débat, il va continuer, hein, ça je vous le promets. Mamadou Alpha Mamadou Diallo plutôt, m'accompagnait dans cette émission aux opérations techniques Karifa Traoré, Ibrahim Silla et à la coordination Wali Design. Merci donc pour votre écoute. Restez surtout sur nos antennes parce que dans un moment, notre rendez-vous de l'information.